Entraînement en milieu aquatique pour des parents atteints de maladies neuromusculaires. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord Monique Aymon. Monique Aymon qui est physiothérapeute au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine et qui travaille spécifiquement auprès de la clientèle atteinte de maladies neuromusculaires depuis 1989. Elle a complété un diplôme de maîtrise en sciences biomédicales, option réadaptation, à l'Université de Montréal en analyse biomécanique du mouvement et de la marche chez des jeunes atteints de MNM. Elle enseigne également les MNM dans les cours de neurologie à l'Université de Sherbrooke et les a enseignés pendant près de 20 ans à l'Université de Montréal. Madame Aymon participe à la communauté de pratique MNM Wiki. Elle a présenté plusieurs conférences et offert de nombreuses séances d'enseignement individualisées aux physiothérapeutes et autres cliniciens, peut-être même parmi vous. Depuis le début de sa carrière, elle a travaillé sur 15 études cliniques et projets de recherche comme co-chercheur, collaboratrice, assistante, coordonnatrice ou clinicienne. Depuis 2013, elle est également consultante sur 3 projets de développement avec le Centre de développement et de transfert technologique du Technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Sainte-Justine. Madame Aymon travaille activement à élaborer de nouvelles approches afin d'optimiser la condition des jeunes atteints de MNM. Je vous présente maintenant Catherine Deshôtels, qui est ergothérapeute aussi au Centre de réadaptation Marie-Enfant depuis novembre 2010. Elle a complété son baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Montréal en 2005 et une maîtrise en ergothérapie à l'automne 2010 à l'Université McGill. Depuis son arrivée au Centre de réadaptation Marie-Enfant, elle travaille avec les jeunes ayant un diagnostic de maladie neuromusculaire. Et enfin, Louis-Nicolas Vieilleux, qui est kinésiologue de formation et possède un doctorat en sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Il effectue présentement un stage postdoctoral au Centre de réadaptation Marie-Enfant et à l'hôpital Shriners pour enfants. Ses intérêts de recherche principaux portent sur l'étude du système musculo-squelettique chez les enfants atteints de maladies osseuses et neuromusculaires. Il s'intéresse aussi au rôle de l'activité physique comme thérapie d'appoint pour le maintien et l'amélioration de la santé musculaire et osseuse. Alors, merci à vous et bonne conférence. Merci. Alors, c'est moi qui va partir le bal. Alors, nous sommes ici donc pour vous présenter les résultats de l'entraînement en milieu aquatique pour des jeunes atteints de maladies neuromusculaires. Alors, vous connaissez les maladies neuromusculaires, c'est une atteinte au niveau de l'unité motrice. Puis, nous savons que la dégénérescence de la fonction musculaire peut mener à un mode de plus en plus sédentaire chez nos clients et que cette sédentarité contribue à l'atrophie musculaire. Alors, en thérapie, on cherche à garder actifs nos gens pour les garder le plus en forme possible. Alors, pour préparer l'étude, on a quand même fait une revue de la littérature pour se reconfirmer à nouveau que l'entraînement physique serait bénéfique à plusieurs niveaux chez les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Puis, il y a même eu des études qui ont prouvé qu'une activité effectuée sur une base volontaire était plus bénéfique qu'une activité obligée. Donc, à ce niveau-là, quand c'est une participation active, puis qu'il y a un côté ludique à la chose, c'est encore plus bénéfique chez les gens. Il y a des études aussi qui mesurent l'impact de l'activité physique chez les jeunes atteints de MNM, mais il y en a très peu, alors d'où le besoin d'aller un peu développer à ce niveau-là. Pourquoi on a choisi le milieu aquatique? Parce que c'est le fun. C'est aussi parce qu'on a des effets diminués de la gravité. Ça nous permet de travailler dans un milieu sécuritaire, englobant, en minimisant les risques de chute chez nos sujets. Et c'est un milieu qui est bien adapté aux exercices en maladie neuromusculaire parce que ça nous permet de travailler de façon spécifique en concentrique, en éliminant la portion excentrique du mouvement dans plusieurs situations. Puis ça nous donne aussi la possibilité d'effectuer des mouvements qui ne seraient pas réalisables nécessairement hors de l'eau. Alors, l'objectif du projet, c'est quoi? C'est d'évaluer la faisabilité d'implanter un programme d'entraînement aquatique chez notre clientèle, d'en mesurer les effets,
donc les effets de l'entraînement sur la fonction musculaire, sur la capacité fonctionnelle et également au niveau de la qualité de vie et au niveau de l'autonomie. Nous avions un petit groupe. Nous avions 6 enfants âgés entre 5 et 11 ans. Nous avons fait 2 sous-groupes de ce groupe de 6 enfants. Donc, un groupe qu'on a appelé faiblesse généralisée, qui présentait 3 enfants donc atteints d'amyotrophie spinale de type 2. Puis, on avait un groupe marcheur faible qui était constitué de 3 enfants avec diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne. Pour l'entraînement aquatique, on faisait quoi? On faisait 2 séances par semaine d'une durée d'1 heure pour un total de 10 semaines. Comme les groupes étaient séparés en marcheurs faibles et faiblesse généralisée, donc amyotrophie spinale et dystrophie de Duchenne, ça voulait dire que les thérapeutes, nous, on allait dans l'eau 4 heures par semaine avec nos jeunes pour aller travailler avec eux. Puis, l'entraînement contenait des exercices de type aérobique, d'endurance, de renforcement, d'assouplissement et également des exercices respiratoires. Dans les diapos qui vont suivre, Catherine va vous expliquer plus en détail le programme d'exercice qui avait été choisi. La période d'entraînement, nous avions choisi de travailler pendant la période d'automne, parce que les enfants sont déjà installés dans leur école, donc dans leur routine scolaire. Il fait encore relativement beau, alors les enfants ont plus d'énergie, la météo est meilleure, puis ça permettait donc d'avoir des jeunes et des familles plus disposés et disponibles à venir 2 fois par semaine pendant 10 semaines en physiothérapie, en hydrothérapie plutôt, parce qu'on travaille en équipe, et puis donc en hydrothérapie pour faire notre programme. L'équipe est composée de 3 chercheurs, d'une coordonnatrice clinique, un étudiant en kinésiologie, une physiothérapeute, une ergothérapeute, une assistante en réadaptation en hydrothérapie, une inhalo, une ergo et un physio également pour faire les évaluations pré- et post-thérapie. Le matériel utilisé, on utilisait des pailles pour avoir des outils pour les résistances au niveau des exercices respiratoires, entre autres. Les nouilles, donc les flotteurs conventionnels qu'on retrouve partout, des poids aux chevilles et également le bateau thérapeutique qui a été créé, monté par notre thérapeute en hydrothérapie à Marie-Enfant. Et c'est un bateau qui a été conçu à partir des flotteurs de type nouille, là, comme on utilise partout, avec des bandes velcro placées de façon judicieuse selon le cas, selon l'enfant. Puis on peut, quand c'est nécessaire, fournir un modèle avec une explication pour le montage à la maison. On est aussi en train de travailler sur la fabrication potentielle d'un tel outil thérapeutique là, avec le Technopôle, entre autres. Au niveau du projet, donc, il y a eu une évaluation pré-entraînement qui était une journée complète d'évaluation. L'entraînement, donc, je l'ai déjà mentionné, c'était 1 heure d'entraînement par séance à raison de 2 fois par semaine pour 10 semaines, avec une progression de la difficulté dans les exercices à la 5e semaine. Puis une évaluation post-entraînement faite sur une journée également, avec une activité de groupe à la fin, un beach party, pour remercier les enfants et leurs familles de leur participation au projet avec remise d'un diplôme. Alors, les tests effectués, nous avions choisi de prendre la force musculaire de certains groupes musculaires en dynamométrie manuelle. Donc, les coudes, la flexion-extension étaient mesurés. Au niveau des genoux, c'est également la flexion-extension. Puis, une cote manuelle pour la force musculaire au niveau des abdominaux. La flexibilité était mesurée par l'angle poplité pour avoir un estimé donc, de la souplesse au niveau des ischio-jambiers. Puis, la dorsiflexion de la cheville était mesurée également, mesure au goniomètre.
Pour les habiletés fonctionnelles, les tests choisis, nous avions choisi le 6-minute walk test pour l'endurance à la marche. Pour nos marcheurs faibles, évidemment, parce que nos jeunes de faiblesse généralisée ne pouvaient pas participer à cette portion d'évaluation. Nous avons aussi chronométré la montée et la descente des escaliers, chronométré la manœuvre de relevé du sol et fait une mesure de l'équilibre unipodal également. Les fonctions respiratoires, les tests de fonction respiratoire comprenaient une mesure de la capacité vitale, des pressions inspiratoires et expiratoires maximales, ainsi que la mesure de peak of flow, la capacité à tousser. Nous avions également deux formulaires pour évaluer, un pour évaluer la qualité de vie, le PESQL, puis également un outil de mesure canadienne de rendement occupationnel que Catherine va vous décrire un petit peu plus tout à l'heure. Et pour le moment, je vais passer la parole à ma collègue Catherine. Mon but dans les prochaines diapositives, c'est de vous présenter vraiment étape par étape comment les séances étaient construites. C'était évidemment les mêmes séances qui étaient répétées de semaine en semaine, de jour en jour. C'était tout le temps la même base. C'est sûr qu'au fur et à mesure des séances, il y a certains exercices que vous allez voir qui avaient été augmentés, rendus un petit peu plus difficiles. Mais là, ce que vous allez voir, c'est dans le fond la première séance type, là, ce que les jeunes faisaient, autant pour le groupe des marcheurs faibles que le groupe de faiblesse généralisée. Donc, avant d'arriver dans l'eau, c'est sûr que les jeunes allaient se changer. Les parents aident parfois beaucoup, parfois moins. Donc, c'était intéressant aussi d'aller apposer certaines recommandations, faire certains essais avec les familles et surtout avec les jeunes au niveau des soins personnels, l'habillage, des habillages. Donc, première activité consistait en fait à des exercices d'échauffement dans l'eau pour aller vraiment travailler la souplesse, aller réveiller le corps des jeunes qui ont été assis toute la journée en grande majorité, soit sur les bancs d'école ou encore dans leur fauteuil manuel ou motorisé. Donc, le but c'était de s'activer, de se mettre en activité et puis d'aller échauffer les muscles. Donc, on avait un étirement, celui à gauche, vous voyez, c'est un étirement de la chaîne postérieure pour les membres inférieurs. Le jeune s'agrippe à la barre, il y a une barre qui était fixée à l'intérieur de la piscine. Donc, on s'agrippe et avec l'aide d'un adulte, on fait l'étirement vraiment ischio-jambier, vraiment toute la chaîne postérieure des membres inférieurs. Et puis ensuite, on avait un deuxième exercice qui consistait à vraiment plus aller étirer plus les muscles du mollet avec un exercice qui était plus, et en fait uniquement pour les marcheurs faibles. Là, ici, vous voyez une belle illustration du bateau qui est monté. Donc, ça, c'était les exercices. Après les exercices de souplesse, on enfilait le bateau pour tous les jeunes. Donc, on prenait quelques minutes pour s'installer. Et puis ensuite, on allait installer des poids aussi autour des chevilles des participants. Puis, on allait faire des exercices d'abduction et adduction des hanches avec les poids. Les poids, dans le fond, ne sont pas nécessairement pour augmenter l'intensité de l'exercice, mais plus pour aider au niveau de la stabilisation du mouvement. Un autre type d'exercice qu'on faisait, que les jeunes appellent le ciseau, donc flexion, extension de la hanche, et toujours les poids qui sont présents pour la stabilisation des membres inférieurs. Donc le jeune est soutenu, même ceux qui sont avec faiblesse généralisée pouvaient garder une bonne stabilité au niveau du tronc, puis procéder à l'exercice avec peu d'intensité, peu de supervision rapprochée, c'est-à-dire. Donc le but, c'est vraiment plus de travailler au niveau des muscles proximaux dans les deux derniers exercices, celui-là puis l'autre avant que je vous ai présenté. Ensuite, on passait à des exercices plus un peu cardiovasculaires. Donc, on gardait le bateau et puis le but, c'était de faire des allers-retours. C'était un moment plus d'échange avec les autres participants. Les jeunes se challengeaient, se lançaient des défis. C'était vraiment un principe d'une course qui était établi. La première course, celle de gauche, dans le fond, consistait à avancer avec les membres inférieurs, toujours avec les poids, mais on faisait un mouvement, dans le fond, on projetait la jambe vers l'avant, puis on ramenait la jambe vers l'arrière pour avancer. Le tronc devait rester droit, le jeune s'appuyait sur son bateau, puis c'était de faire des allers-retours, on allait porter des objets pour pouvoir compter à la fin qui en avait rapporté le plus, mais c'était un moment de
de grande interaction entre les jeunes. C'était le moment le plus... les jeunes avaient le moins besoin de se concentrer sur la tâche, où ils pouvaient se laisser aller puis donner leur maximum. Ensuite, on enlevait le bateau et la deuxième course consistait à être assis à cheval sur le flotteur de type nouille et puis à avancer, faire des allers-retours en piscine. Quand on allait vers l'avant, on devait, dans le fond, aller travailler la chaîne postérieure des membres supérieurs, aller travailler au niveau des épaules, des triceps. Et puis, pour le retour, on devait pousser l'eau vers l'avant. Donc là, on travaillait plus au niveau des pectoraux et puis aussi au niveau des deltoïdes des épaules. Ensuite, on enlevait la nouille et on allait se coucher sur un tapis et là, on travaillait plus au niveau des abdominaux. C'est sûr que les abdominaux, on voulait aller viser plus de stabilité au niveau du tronc, mais aussi aller voir si ça pouvait avoir un impact au niveau des capacités respiratoires. Donc, il y avait un exercice, lui, à gauche sur le tapis. C'était vraiment plus centré sur les abdominaux, le grand droit, qu'on appelle communément les crunchs qu'on connaît. Sinon, l'exercice que vous voyez à droite, ce sont plus une sollicitation au niveau des abdominaux, les obliques. Et on remettait le bateau à ce moment-là. À la toute fin, on commence à être à la fin du programme, parce que ça reste que c'est quand même un programme d'1 heure, mais ça roulait pas mal. Les jeunes allaient s'asseoir soit dans les marches, soit sur une plateforme, puis allaient tordre des éponges. Le but, c'était de remplir son seau d'eau qui provenait des éponges qu'on tordait. Donc, on travaille vraiment à force de préhension, les membres supérieurs. Donc, ça aussi, c'était un moment où est-ce que les jeunes se challengeaient à qui va remplir le seau d'eau le premier. On travaillait la flexion, l'extension des épaules, donc on travaillait vraiment les biceps, on allait faire une élévation avec les poids autour des poignets. Parfois des plus petits poids, parfois pas de poids, mais on allait chercher un maximum d'amplitude. Et désolée. On a les exercices respiratoires. Désolée, le texte est caché un peu, mais le but, c'était dans le fond d'utiliser différents types de pailles pour aller souffler dans l'eau, faire des bulles. Puis le but, c'était vraiment d'aller voir si ça pouvait avoir un impact sur la capacité respiratoire, les abdominaux. Donc, on soufflait dans différents types de pailles selon ce que le jeune préférait. Donc, on avait des pailles qui étaient plus résistantes, des pailles qui étaient plus larges en diamètre, qui étaient moins larges. Donc, on allait chercher différents types à chaque séance de paille pour voir un peu l'impact que ça pouvait avoir. Puis, à la toute fin, il y avait une période de jeu libre pour les jeunes. Ça, c'est une liste plus détaillée des participants qui ont pris part à l'étude. Les MF, c'est pour marcheurs faibles. Les FG, c'est pour faiblesse généralisée. Donc, on avait des jeunes dans le groupe des marcheurs faibles qui avaient entre 7 et 10 ans. Vous voyez à droite complètement le type d'aide au déplacement qu'ils utilisaient au moment du projet. Donc, certains étaient principalement, leur déplacement se faisait principalement à la marche, mais on avait certains participants qui étaient, la marche était plus laborieuse et qui étaient sur le point d'avoir une aide au déplacement manuel plus soutenue. Donc, on avait des gens qui étaient proches de la perte de marche. Au niveau des faiblesses généralisées, c'était des jeunes qui avaient tous un fauteuil manuel, souvent à la maison, et un fauteuil motorisé à l'école et ou à la maison. Aussi, juste mentionner qu'il y a eu, comme vous voyez, il y a eu un participant qui a dû abandonner en cours de route ayant donné certaines restrictions médicales. C'est important de souligner le taux de participation parce qu'on demandait quand même beaucoup à ces familles-là, beaucoup à ces parents-là de se déplacer 2 fois semaine, tout de suite après l'école, des jeunes qui sont plus fatigables, puis de rentrer ça dans la routine des parents, de la famille, c'était pas un simple pari qu'on s'était lancé. Par contre, les parents et les jeunes étaient très motivés et ont relevé avec brio ce défi-là. On a eu des participations quand même très intéressantes au niveau du groupe de faiblesse généralisée chez les 2 jeunes qui ont participé au complet au projet. On a des taux de participation quand même de 80% chez un, puis 100% chez l'autre. Puis chez le groupe des marcheurs faibles, on a eu 2 participants qui ont manqué seulement qu'une fois. Donc c'est quand même non négligeable pour c'est quand même un bloc de thérapie, c'est une activité de groupe, mais ça se voulait quelque chose aussi pratiquement vu comme du parascolaire, après les heures d'école. Donc ça demandait beaucoup d'organisation aux parents aussi, donc ça c'est important de le souligner, ce taux de participation qui était très bon. Je laisse la parole à mon collègue Nicolas.
Alors voilà, je vais présenter la section sur les résultats. Donc ici, on va présenter les résultats sur la fonction respiratoire. Juste dire qu'on avait des exercices qui étaient spécifiques avec les pailles, mais aussi durant toute la séance d'entraînement, il y avait une sollicitation cardiovasculaire qui était faite, donc qui est aussi susceptible de bénéficier au test de fonction respiratoire. Donc en rouge sur le graphique, si vous regardez ici, je ne vois pas la souris. Bon, donc, sur l'axe DY, vous voyez la capacité maximale de tout. Donc, la capacité maximale de tout, c'est une variable qui est importante pour ces jeunes-là parce qu'il y a souvent, lors d'infections pulmonaires, une difficulté à expectorer le mucus. Donc, ça peut mener à des infections qui durent plus longtemps, puis des complications. Donc, une amélioration à ce niveau-là, c'est très intéressant pour ces patients-là. Ce qu'on observe, en fait, c'est pour les patients avec une faiblesse généralisée, c'est une amélioration du pré-test qui est illustré en rouge au post-test. C'est une amélioration entre 10 et 20 qu'on a observé pour ces patients-là. Pour les autres paramètres, on observe surtout un maintien de la fonction respiratoire. Au niveau du groupe marcheurs faibles, on a encore une fois illustré la capacité maximale. Okay. Ah, peut-être. Donc, OK, merci. Donc, encore une fois, pour la capacité vitale, la puissance maximale à l'inspiration et à l'expiration, on a observé un maintien. Par contre, si on regarde au niveau de peak of flow, donc la capacité de tout, sur 2 des 3 patients, on a observé une amélioration notable. Par contre, pour le troisième participant ici, on a observé une diminution. Fait à noter pour ce patient-là, il est très jeune et puis il avait de la difficulté à réaliser les tests de tout conformément aux normes. Donc, il est possible que cette diminution-là soit attribuable à la difficulté à réaliser le test. N'empêche que dans l'ensemble, je pense qu'on démontre quand même qu'il y a une amélioration importante de la capacité de tout chez ces enfants-là suite à l'entraînement au milieu aquatique. Je vais juste sauter les résultats de dynamométrie. Pour tout ça, je vais commencer avec la flexibilité. Donc ici, on a la flexibilité au niveau des membres inférieurs. Comme vous pouvez le constater, donc si on a 2 signes de plus, ça représente une amélioration de 10% et plus. Pardon. Et lorsqu'on a seulement un signe de plus, c'est une amélioration de 5 à 10%. Et puis, même chose, si on a juste un signe de moins, c'est qu'il y a une diminution d'environ 5% de la flexibilité. Donc, ce qu'on observe, c'est au niveau de la cheville, que ce soit avec le genou en extension ou le genou en flexion, la dorsiflexion de la cheville, il y a eu une nette amélioration de la flexibilité pour la majorité des participants. Au niveau du genou, l'amélioration est beaucoup moins marquée, même que pour certains, il y a une certaine diminution. Je pense que c'est important ici de noter qu'on avait 2 exercices qui permettaient d'étirer le tendon d'Achille, alors qu'au niveau du genou, on n'avait qu'un seul exercice qui ciblait cette articulation-là. Donc, il semble qu'il y ait un effet de volume d'étirement, si on veut. Donc, plus on étire une structure, plus celle-ci va bénéficier de l'entraînement. Ça ici, c'est les résultats pour le groupe des marcheurs faibles. Ensuite, si on regarde pour le groupe de faiblesse généralisée, on observe sensiblement les mêmes résultats. Une amélioration marquée au niveau de la dorsiflexion de la cheville lorsque le genou est en extension. Par contre, ici, on a observé au niveau, lorsque le genou est en flexion, qu'il y avait une légère diminution. Lorsqu'on faisait les étirements au niveau de la cheville, on faisait les étirements avec le genou en extension. Donc, encore une fois, on constate qu'il y a une certaine spécificité de l'entraînement en étirement, en flexibilité. Ensuite, au niveau de la dynamométrie, pour la dynamométrie, on a uniquement les résultats pour les marcheurs faibles parce que les participants du groupe faiblesse généralisée n'étaient pas capables de solliciter suffisamment la dynamométrie pour obtenir des résultats. Donc, tout ce qui est en rouge, ce sont les données en pré-test.
Et tout ce qui est en jaune, ce sont les données en post-test. Donc, si vous regardez, la majorité des points rouges se situent en bas des points jaunes, ce qui signifie que pour la majorité des individus et pour la majorité des articulations qu'on a évaluées, il y a eu une amélioration de la force musculaire de l'ordre de 0,5 à 1 kg environ par groupe musculaire. Ça, c'est au niveau du membre inférieur. Si on regarde au niveau du membre supérieur, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est en rouge représente les pré-tests et tout ce qui est en jaune est post-test. Encore une fois, la majorité des participants ont démontré une amélioration de la force musculaire entre le début et la fin du programme d'entraînement. Donc, c'est excellent à ce niveau-là. Par contre, il faut que ces gains en force-là soient idéalement transférables aux conditions de vie générale, si on veut, ou aux tâches de la vie quotidienne. Et puis, si on regarde au niveau des tests fonctionnels, on constate, par exemple, au niveau de la marche dans un corridor de 6 mètres, monter d'un escalier, descendre d'un escalier, et ainsi de suite, on observe soit un maintien, une légère diminution, une légère amélioration. Donc, les gains un peu plus marqués qu'on a observés au niveau des groupes musculaires isolés ne semblent pas vraiment bénéficier aux tâches fonctionnelles. Il y a peut-être une explication à ça, c'est que lorsqu'on travaille dans un milieu aquatique, on élimine les effets de la gravité. Alors que tous les tests qui sont effectués ici, c'est tous des tests où on doit combattre la gravité pour réussir à exécuter la tâche. Par conséquent, nos résultats suggèrent qu'il serait peut-être bon de combiner un entraînement hors de l'eau avec un entraînement dans la piscine. Donc, à ce moment-là, on aurait peut-être un meilleur transfert des acquis qui sont faits dans la piscine vers l'extérieur. Par contre, un des tests qui a démontré une bonne amélioration pour tous les participants marcheurs faibles, dont un qui a augmenté de plus de 100 mètres en 6 minutes, c'est le test de 6 minutes de marche. Et puis, faites à noter, là, les enfants, durant l'heure qu'ils passaient dans la piscine, stimulaient quand même beaucoup leur système cardiovasculaire. Donc, il semble que pour l'endurance musculaire, il y a un effet bénéfique et marqué de travailler en milieu aquatique et qu'on n'aurait pas nécessairement besoin pour cet aspect-là d'aller à l'extérieur de l'eau pour avoir des bénéfices. Voilà, j'ai déjà terminé. Je repasse la parole à Catherine. Dans le cadre de l'évaluation pré- et post-test, on avait aussi utilisé le modèle canadien de rendement occupationnel pour questionner les participants quant à des objectifs qu'ils pourraient voir, qui pourraient bénéficier avec le projet de piscine, d'entraînement aquatique. Donc, ce que vous voyez, c'est pas le détail de leurs objectifs, c'est vraiment la différence qu'eux ont rapportée en pré- et en post-projet. Parce que le modèle canadien de rendement occupationnel, dans le fond, ça demande aux jeunes d'établir eux-mêmes un objectif et d'établir une cote par rapport à leur rendement et par rapport à leur satisfaction. Donc, on allait vraiment chercher l'impression des jeunes par rapport à des objectifs précis. Donc, ce que vous voyez évidemment en pré et en post, les rouges en pré, les jaunes en post, pour les différents sujets, ça vous montre que quand même il y a une amélioration de la satisfaction et de l'impression de rendement que ces jeunes-là ont rapporté lors de l'évaluation post. Dans le fond, l'entrevue finale, ce que les jeunes ont rapporté, on prenait les mêmes objectifs, on leur disait comment est-ce que tu trouves maintenant cette tâche-là, est-ce que tu trouves ta performance meilleure, comme sur 10, parce que ce test-là est coté sur 10, donc le jeune se donne une note. Et donc, ça nous a montré des améliorations chez plusieurs des jeunes. Je ne vous rapporterai pas les résultats du PEDQL parce qu'ils se sont révélés peu significatifs dans le cadre de notre projet de recherche finalement. Une des raisons, c'est qu'il y a des questions, en fait, le questionnaire doit être posé directement à l'enfant idéalement et chez plusieurs enfants il y avait, qui étaient très jeunes, c'était difficile pour eux de répondre au questionnaire ou encore quand c'était des questions qui étaient posées aux parents, bien, on avait évidemment la vision du parent et pas nécessairement du jeune. Donc on a
dans le fond, éliminer ces résultats-là qui n'étaient pas très significatifs. Les effets bénéfiques qu'on a remarqués chez les jeunes, mais qui n'ont pas été quantifiés, qui n'ont pas été, dans le fond, cotés, mais qu'on a observé chez la grande majorité des jeunes, c'est un meilleur sommeil les jours d'entraînement. Donc, le jeune revenait à la maison et le parent nous en parlait à la séance d'entraînement suivante en disant « Il a dormi, ça n'a pas de sens, il était fatigué, il a fait sa nuit au complet, j'ai pas eu besoin de lui dire d'aller se recoucher. » Ça a été vraiment un gros plus pour beaucoup de ces jeunes-là, mais aussi pour leurs parents. Ce qui est intéressant, c'était les interactions entre les parents, mais aussi entre les enfants. Les parents étaient invités à rester, s'ils voulaient, à rester sur le bord de la piscine. Mais il y a des liens qui se sont créés entre certains parents, des échanges très riches qui se sont produits. Donc, ça a été très particulier d'être témoin de ça. Et évidemment, entre les enfants, il y a eu des amitiés qui en sont sorties, des jeunes qui se sont vus après le projet, qui ne se connaissaient pas avant. Et puis, beaucoup d'entraide et d'encouragement entre les parents et les enfants, un parent d'un jeune qui encourageait un autre jeune pendant les entraînements. Donc, il y a eu une belle entraide, beaucoup d'encouragement. C'est sûr que au Beach Party, comme Monique disait, on a vu toute la fierté des jeunes d'avoir accompli un programme, d'avoir fait 10 semaines, de s'être engagés, de s'être donné à fond, et puis de recevoir, dans le fond, leur diplôme, leur certificat de participation. C'était vraiment beau à voir parce que c'était des jeunes qui étaient remplis de fierté, qui montraient ça à leurs parents, j'ai réussi. Donc, ça a été très, très apprécié. C'est sûr qu'on a aussi travaillé les habitudes de vie avec plusieurs des jeunes qui étaient un peu réticents aux aides techniques, soit à l'habillage, au transfert, mais ça a été une façon, disons, plus normalisante d'aller intégrer certaines aides techniques. Il y a des jeunes qui, après ça, ont pu discuter d'adaptation de domicile avec leurs parents ou d'aides techniques pour les soins d'hygiène, des parents qui ont vu l'avantage d'avoir un banc pour la douche pour donner les soins d'hygiène à l'enfant. Donc, des choses qu'on n'a pas l'occasion toujours d'aborder avec les parents dans le concret, mais là, on avait une belle porte qui était ouverte. En fait, ce qu'on a vraiment remarqué, donc, c'est que les exercices choisis nous ont apporté pour la plupart des bénéfices, mais spécifiques à la zone sollicitée, à la région sollicitée. Puis, l'amélioration de la flexibilité musculaire au niveau de la cheville là, était visible et franche chez chacun des participants. Et je pense qu'on était un petit peu plus acharnés aussi à ce niveau-là, parce qu'on avait, pour les marcheurs faibles, entre autres, 2 exercices qui visaient la même musculature, puis pour la faiblesse généralisée, un seul. L'amélioration de la force au niveau des abdominaux était vraiment frappante parce que nous, on comptait augmenter la difficulté au niveau des exercices qu'à la 5e semaine. Puis, pour ces exercices-là, l'amélioration s'est faite tellement rapidement qu'on a dû se réajuster un peu et bonifier le programme d'exercice un peu plus tôt que ce qu'on avait envisagé. Puis, l'endurance à la marche chez les marcheurs faibles était vraiment franche. Mais cependant, ce qu'on aurait voulu instaurer aussi, c'est la persévérance dans l'exercice, dans l'activité, pour maintenir les acquis. Alors, à ce niveau-là, on a eu certaines limitations dans cette étude. Évidemment, le nombre de participants était petit, parce que c'est difficile de solliciter les familles pour venir sur une période de 10 semaines à raison de 2 fois semaine après l'école. Mais considérant la complexité de cette situation, notre taux global de participation à 93 %, on était très contents de ça. Une des lacunes de l'étude, c'est qu'on a pu faire un seul pré- et post-test. On aurait aimé pouvoir voir est-ce que les gains se maintiennent dans le temps, entre autres. On n'avait que 10 semaines pour voir la progression. Probablement qu'un programme un petit peu plus long, avec quelques semaines de plus, peut-être ça aurait été plus bénéfique aussi. Puis, je veux juste ajouter quelque chose. L'autre difficulté aussi,
pour la progression limitée par le temps, c'est qu'on avait juste 1 heure pour faire le programme d'entraînement. Donc, pour rendre l'entraînement plus difficile, on ne pouvait pas, par exemple, augmenter la durée des activités parce qu'autrement, on aurait manqué de temps en bout de ligne. Donc, c'était limitant à ce niveau-là. On ne pouvait pas augmenter le nombre de répétitions ou la durée des exercices. Oui, puis les équipements disponibles pour augmenter les charges dans l'eau, ils sont limités aussi. Alors, à ce niveau-là, on devait jouer avec ce qui était disponible. Puis, un des obstacles qu'on a noté, c'était la fréquentation régulière à une piscine adaptée. Il y avait une difficulté pour certaines familles, selon la zone où ils habitent, d'avoir accès à une piscine adaptée et accessible. Et puis, aussi, les piscines régulières sont en eau froide, tandis que la nôtre, c'est un bassin thérapeutique en eau chaude. Alors, ça peut avoir une influence là, pour le maintien de l'activité dans la vie de tous les jours. Puis, nous, on pouvait remettre aux parents le programme avec explication, avec fiches photo et tout ça. Ça, c'était pas un problème. La problématique majeure était plus l'accès au site adapté et accessible. Juste autre chose. Nicolas me disait un petit mot. Ça s'est passé en 2013, à l'automne 2013, ce projet-là. Donc, à l'automne 2014, je pense que c'est important de souligner, c'est pas une limitation, au contraire. C'est juste pour vous rapporter qu'il y a quand même 2 des jeunes dans l'équipe des marcheurs faibles qui ont poursuivi les activités en piscine, qui ont participé aux défis sportifs en natation. Donc, je pense que c'est important. Mais à Marie-Enfant, oui, c'est ça. À Marie-Enfant, ça devient une limitation, mais après ma barre, c'est quand même une poursuite de la pratique de l'activité dans un contexte un peu différent. Mais c'est une poursuite quand même là, de l'activité physique pour 2 de ces jeunes-là du groupe marcheurs faibles. Oui, donc c'est ça. C'est plus la piscine de quartier qui est le facteur limitant. Parce que c'est sûr que nous, on a plusieurs programmes et formats de participation au niveau de l'activité sportive et l'activité ludique. Donc, en conclusion, la pratique d'une activité physique, on a vu des gains donc, au niveau de l'endurance, de la perception, de l'appréciation, de l'autonomie ont été rapportés par la plupart des participants. Il y a eu un maintien général au niveau de la condition physique et au niveau de l'autonomie. Mais surtout, il y a eu les échanges, le plaisir, les amitiés qui se sont nouées, la collaboration, la participation, une espèce de petit challenge de la compétition. Puis, c'est dans une activité qui est sécuritaire et adaptée aux jeunes avec une condition neuromusculaire. Donc, les membres de l'équipe, je pense que ça vaut la peine de les nommer puisqu'on n'est pas en dehors de notre temps. Il y a Martin Lemay qui est chercheur principal pour l'équipe des projets en hydro, avec Louis-Nicolas qui est ici, Laurent Balaz et Mathieu Bissonnet, qui sont la portion chercheurs de l'équipe. Et l'équipe au niveau des cliniciens, il y a Sylvie Darcy qui nous coordonne tout ça. Si Sylvie n'était pas là, ça ne marcherait pas. Moi-même, Jean-François Aubin-Fournier qui est physiothérapeute et qui fait les évaluations pré-poste. Chantal Tassé qui est ergo qui a fait les évaluations pré-poste. Catherine qui était dans l'eau avec nous aussi, qui est ergothérapeute. Et Anne-Marie Boulard qui est la monitrice en hydrothérapie à Marie-Enfant qui a fait un gros travail au niveau du montage des programmes d'exercice. Et José Albert qui a fait les tests de fonction respiratoire pour nous permettre de voir que la condition au niveau de la capacité à tousser, entre autres, puis au niveau de la condition générale, était bonifiée. Alors, un merci spécial aux parents et aux enfants qui ont participé à ce projet-là, parce que c'était quand même une grande implication. Puis également la Fondation Mélio qui nous a donné un support financier dans ce contexte-là. Alors voilà. Autre chose? Oui, j'avais juste un petit dernier. J'imagine qu'il y a quelques chercheurs dans la salle. Je pense que les résultats de cette étude-là montrent quelque chose, en fait, c'est qu'il y a plusieurs aspects qu'au départ, on n'avait pas pensé mesurer, des aspects au niveau social, par exemple, qui sont ressortis comme étant assez significatifs en bout de ligne. Je pense que souvent, comme chercheur, on a
la vision un peu fermée de regarder juste un aspect d'un entraînement comme ça, par exemple. Je pense que c'est important dans l'avenir de ratisser un peu plus large puis d'inclure justement des équipes pluridisciplinaires pour vraiment évaluer tous les aspects qui pourraient être bénéfiques pour le patient. Voilà, c'est tout.